Ouais. Je pense que ça doit être le mâle. Bon, ça c'est difficile parce qu'on n'a qu'un crâne pour savoir si c'est une femelle, mais bon, en tout cas, on a une famille, et puisque regarde, c'est évident, on a un bébé, regarde la petite queue, fantastique. Ça, on ne sait pas. La cage thoracique, bon, visiblement c'est celui-là. Ça c'est la main. Ouais, c'est formidable. La joie, non? Ouais, et là Ouais. Ouais. Mais c'est surtout ça, c'est formidable. C'est un juvénile, on va voir toutes les étapes de l'évolution du squelette, et il est complet. Bonjour, je m'appelle Joan Foncuberta, je suis un photographe professionnel spécialisé à la nature. Je fais des photos de paysages, la vie sauvage, des reportages en Afrique, etc. Mais ma vraie spécialité, c'est la photographie des fossiles. Je travaille beaucoup pour des départements paléontologiques, des universités, des musées, etc. Et c'est pour ça qu'à la fin des années 90, je crois que c'était vers le printemps, j'avais reçu un appel de l'éditeur de National Geologic, la très réputée publication sur la géologie et la paléontologie, en m'invitant à faire un reportage très bien rémunéré sur une découverte de fossiles extraordinaires qui s'avait produit dans le sud de la France. Pour ces reportages, on m'avait annoncé que les textes seraient écrits par un connaisseur des hydropithèques, la docteure Petite Gomez de l'université d'Aix-en-Provence. Oui, moi ça fait plusieurs années que je travaille sur les hydropithèques parce qu'effectivement j'ai commencé mes études de préhistoire sur les gorges du Verdon qui sont un site préhistorique très fameux dans les Alpes d'Haute-Provence. Mais très rapidement j'ai eu accès aux archives de Jean Fontana qui avait fait un géologue prêtre qui avait dans les années 50 découvert les fossiles d'hydropithèques, découverte qui était restée complètement cachée à cause d'un grand scandale lié à la paléontologie française et anglaise. Et donc en retravaillant les archives, j'ai ensuite bien entendu essayé de localiser les sites des hydropithèques dans les Alpes d'Haute-Provence, et je me suis rendu compte que la région de Digne était un berceau pour les hydropithèques, puisque pas moins de 5 sites pouvaient être répertoriés, tous différents, et que la lecture de l'ensemble de ces sites permettait d'avoir un panorama complet de l'évolution des hydropithèques. Un hydropithèque, en fait, comme son nom l'indique, vient du grec hydro, l'eau, et pithecus, le singe. Donc un hydropithèque est un singe d'eau. Alors en même temps, c'est un animal, on ne sait pas comment dire, parce qu'évidemment ce n'est pas un être humain, mais les fossiles de Digne sont assez troublants d'un certain point de vue. En tout cas, on va en rester à la ligne animale. On pourrait dire que c'est un animal de la famille, un hybride de la famille des hominidés, mais avec une forte présence des poissons, de la lignée des poissons. Donc finalement, il serait presque aussi proche des ichthyosaures, l'ichthyosaure est un lézard-poisson, et en même temps, donc c'est un chaînon manquant en fait. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer finalement un demi-hominidé avec un corps, le haut du corps très bien conservé, avec colonne vertébrale, palette natatoire ou bras, crâne, et le bas du squelette qui est composé d'une véritable queue de poisson. Donc il n'y a pas que les hydropithèques qui sont en grand nombre. On a aussi des sites de siréniens, on a plusieurs squelettes d'ichthyosaures, etc. Donc c'est un niveau marin très important, puisque l'hydropithèque, sauf un spécimen qui a été trouvé à Annecy, est plutôt une espèce qui vivait dans des rivages marins. Ce qui est certain aussi, c'est que la mer de Digne, à l'époque, à la fin du secondaire, tertiaire, c'était une mer chaude qui devait convenir parfaitement
parfaitement aux hydropithèques qui aimaient beaucoup manger des coquillages, des fruits de mer. On a souvent trouvé des squelettes d'hydropithèques avec des restes de repas, avec des huîtres géantes, etc. Donc je pense que les hydropithèques se sont installés dans la mer ici justement pour des raisons, on pourrait dire presque gastronomiques. Oui, oui, les hydropithèques étaient comme des amphibiens gourmets. Absolument. Les hydropithèques ont été découvertes par l'abbé Fontana. Jean Fontana était l'aîné d'une famille d'émigrants italiens qui sont arrivés à Digne en 1923 à cause de la turbulence politique générée par Mussolini en Italie après la prise de Rome. Alors Jean Fontana avait étudié au petit séminaire de Digne et quand il était déjà grandi, il a pris tout de suite les postes de professeur dans les sciences naturelles. Il avait été étudiant d'Albert de Lapparent, un des grands maîtres de la géologie en France. Et alors, en tant que disciple de Lapparent, il s'avait embarqué dans des fouilles paléontologiques dans la région de l'Haute-Provence. C'est comme ça que dans des fouilles à la fin des années 40, début des années 50, on a trouvé les premières hydropithèques qui étaient sur la route de Tanarou. Il y a plein d'éléments un peu étranges. Lapparent souffre un accident au Maroc. Il ne peut pas suivre l'évolution des événements. À ce moment, vers 1953, on invente la datation par carbone, radioactif pour radiocarbone. Et alors, ça prouve finalement que les très connus hommes de Piltdown et Amfrod. Alors ça, bien sûr, a créé une commotion sur la communauté scientifique. Il y avait tout un conflit de théories, de croyances, etc. Et alors, il décide de tout cacher. Et ça restait caché après la mort de Jean Fontana en 1955 dans un accident d'escalade. Et ça a été beaucoup plus tard, vers la fin des années 90, que la direction de la réserve a décidé d'exhumer, c'est-à-dire de récupérer ces fossiles grâce à l'intervention de Dr Petit-Gomez qui a mené cette mise en valeur des hydropithèques. Jusqu'à présent, c'est le site de Digne qui a délivré le plus grand nombre de squelettes d'hydropithèques. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on considère cette région comme le berceau des hydropithèques. Mais il est vrai qu'en Espagne, à Salamanque, on a trouvé, d'ailleurs le père Fontana s'est déplacé jusqu'à Salamanque pour rencontrer ses homologues espagnols. On a trouvé la Sirena del Tormes, qui est un nouveau spécimen d'hydropithèque légèrement plus ancien que celui de Digne. Je dois dire aussi qu'en France, il y a un autre site qui a été où on a trouvé des hydropithèques lacustres, donc un groupe adapté au climat et à la vie en eau douce, du côté d'Annecy. Pour le monde ancien et même pour la Renaissance, la figure de la sirène n'est pas seulement quelque chose de symbolique, mais attaché à des spécimens réels. Par exemple, on constate que dans les voyages de Cristobal Colón vers l'Amérique en 1493, à bord de la caravelle Santa Maria, il y avait les pères Fray Bartolomé de las Casas qui étaient les chronistes de l'expédition. Et alors, dans un passage de sa chronique, il raconte que
disons très loin, ils ont aperçu des animaux qu'ils croyaient que c'était des sirènes. Bon, alors ils se sont approchés, ils se sont rendus très frustrés, très déçus, parce que ce n'était pas des figures tellement sveltes comme on représente d'habitude les sirènes. Enfin, ils avaient rencontré des lamantins, c'est-à-dire des vaches marines. Alors, de l'ordre des siréniennes. Alors, il ne faut pas confondre les siréniennes, justement, avec les hydropithèques, parce qu'il y a des différences très remarquables, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les lamantins et les dugons, comme tu l'as très bien dit, ce sont des mammifères marins, donc très proches physiquement d'un animal assez massif. Alors que quand on regarde les squelettes des hydropithèques, on voit un squelette très fin, une morphologie très proche de celle des hominidés. Effectivement, ce qui est troublant, c'est cette queue de poisson, parce que bon, bien entendu, ça ressemble très étrangement aux sirènes du Moyen-Âge, hein, puisque les sirènes grecques, elles sont barbues, comme toi. Hein, c'est des oiseaux barbus, parce que les sirènes grecques, c'est de la connaissance. Donc, alors que les sirènes du Moyen-Âge, telles celles qu'on a d'ailleurs dans la cathédrale de Notre-Dame du Bourg, ce sont des sirènes qui ont les appâts de la tentation féminine. Donc, là, on est plutôt dans le cadre effectivement d'une sirène du Moyen-Âge, je dirais, au point de vue du squelette, etc. Mais au point de vue de la paléontologie humaine, bon, on est face à des animaux évolués, ça c'est certain. Et le fait que les hydropithèques avaient des extrémités, disons, de main, est-ce que c'est pensable qu'ils étaient capables de développer une certaine culture, disons, artisanat, des artefacts culturels, des outils? Écoute, le fait de les retrouver en clan laisse passer à une organisation sociale. Qui dit organisation sociale dit certainement langage. Qui dit langage, c'est forcément précédé par un outillage adéquat. Donc il nous reste à trouver un squelette sur lequel on trouverait des traces d'outils. Et puis au fond, on aura une idée assez complète de l'évolution de ces hominidés. Et à ce moment-là, on ne pourra plus parler d'eux comme des animaux. La tête, les bras, la queue, le torse.